Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les matinales des ponts, un rendez-vous imaginé par l'École nationale des ponts et chaussées. Vous le savez, autour d'un thème d'actualité, ces matinales sont l'occasion de rencontres et d'échanges entre le monde de l'enseignement, de la recherche et des entreprises. Aujourd'hui, nouveau débat autour des matériaux critiques avec cette question centrale, comment manager l'ensemble de la complexité entre chaîne de valeur, technologie, mais aussi enjeux géopolitiques et environnementaux, éthique et stratégie. Comment s'emparer de ces défis majeurs et incontournables? Eh bien, la réponse suit dans cette courte vidéo. L'école accompagne les entreprises sur cette problématique, d'une part par la recherche, avec les approches développées sur les matériaux de substitution, sur l'analyse du cycle de vie ou encore dans le cadre de la chaire Supply Chain du futur. D'autre part, par l'enseignement. C'est clairement le cas avec ce nouveau master spécialisé Critical Materials, co-conçu avec des entreprises garantissant une approche appliquée et directement transposable aux enjeux industriels. Effectivement, ce qui est critique, c'est une notion aussi de temps et d'espace. C'est quelque chose qui est fondamental pour atteindre un objectif ou pour faire quelque chose, et ça peut varier au cours du temps. L'énergie, par exemple, est systématiquement critique. À un moment, c'était le charbon, le pétrole. Aujourd'hui, on voit que les enjeux énergétiques passent par d'autres types d'énergie, le solaire, l'éolien, etc., qui elles-mêmes font appel à des matériaux. Et ces matériaux sont critiques parce que si on n'y a pas accès, on ne pourra pas construire le nombre d'installations solaires, éoliennes, etc., dont on a besoin pour la transition énergétique, par exemple. Mais après, il y a d'autres choses qui peuvent être critiques par rapport à votre activité. Si on prend dans l'automobile, il y a quelque chose qu'on ne voit pas mais qui peut être critique, c'est la pièce qui permet de faire l'airbag. Et on se souvient que quand il y avait eu un tremblement de terre au Japon, ça avait perturbé à cause de ça, par exemple. Quand on va produire quelque chose, on récupère un matériau qui lui-même peut être critique parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Et moi, j'ai l'exemple sur un grand tunnel, donc où j'ai eu la direction technique pour l'étude pour valoriser les matériaux d'excavation. Parce qu'effectivement, il y avait une problématique d'approvisionnement des granulats pour faire le béton, mais aussi parce que quand on escave, on fait un trou, et la matière qu'on récupère, et le Grand Paris a ce même problème, que fait-on de cette matière? Donc si on peut aussi travailler sur cette criticité de l'usage, mais aussi de que fait-on d'un déchet, et transformer ce déchet en une matière première, on est aussi sur une matière critique. En deux mots, c'est rareté et absence de substitution évidente ou équivalente. On verra dans les chimies des batteries, il y a toute la recherche autour de ça. On trouve des substituts, mais en fait, ils ne sont pas forcément des propriétés équivalentes. Donc tout l'enjeu, c'est de développer des chimies qui permettent des résultats équivalents ou meilleurs en substituant un matériau dit critique. Et puis après, je voulais rappeler qu'il y a une liste qui a été publiée par la Commission européenne, une liste par les différents États, qui a 34 éléments dans la table de Mendeleïev. Donc ça aussi, c'est quelque chose sur lequel s'appuyer au moins pour travailler. La définition doit être souple et évolutive dans le temps, puisque des matériaux qui peuvent apparaître totalement banals peuvent être d'abord difficiles d'accès dans des géographies données pour des raisons de structuration de l'offre, pour des raisons d'opposition locale, pour des raisons aussi de poids dans la chaîne de valeur de l'utilisateur. Donc effectivement, on a beaucoup focalisé depuis quelques années sur les fameuses terres rares et les métaux critiques, notamment liés à la transition énergétique, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Et une des difficultés, bien sûr, pour les entreprises, c'est d'aborder la chose avec le plus d'anticipation possible. Alors faire une prospective sur le bois de construction, ça peut paraître pas totalement pertinent, mais finalement, quand on voit ce que nous disent nos soutiens les plus actifs, c'est un réel sujet, par exemple. Et il y en a plein d'autres. Entre le matériau et l'utilisation, il y a un certain nombre d'activités de transformation et de mise en forme qui, elles aussi, font partie de la supply chain et sont critiques. Donc effectivement, sur l'uranium, c'est notamment l'enrichissement.
Et aujourd'hui, il y a très peu de pays qui maîtrisent l'enrichissement au sens industriel du terme. Et on le voit aussi quand on parlait des terres rares. Le problème, c'est pas que la Chine a une géologie extraordinaire sur les terres rares, c'est qu'au fil du temps, elle est devenue l'acteur principal du raffinage de ces matières. Quand on revient à l'extraction, on dit souvent qu'on va extraire dans les 30 prochaines années plus de métaux qu'on en a extrait dans les 70 000 qui ont précédé, ou même dans toute l'histoire de l'humanité. Pour revenir à l'enjeu géopolitique derrière, on dit que le XXe siècle était un siècle où la géopolitique, c'était la géopolitique des hydrocarbures, et que le XXIe siècle sera une géopolitique de ces matériaux. Donc on voit bien, ça, c'est les enjeux globaux. Comme on dit, la criticité rentre dans un système complexe. Et dit mon voisin, l'eau, le sujet de l'eau, la biodiversité, les autres pollutions aussi qui peuvent, au-delà de juste les matières critiques. Mais déjà, j'ai été très heureuse de voir que la Commission européenne a mis une liste de matières critiques parce qu'on sortait du que carbone, que décarbonation. C'est des sujets, si on prend la décarbonation en monocritère, avec des objectifs de performance uniquement sur le carbone, on va être anti-productif. Et un point qu'il faut qu'on ait quand même tous en tête, c'est aussi l'aspect social de l'extraction dans les pays où est la matière. Et l'aspect environnemental, évidemment. Parce que de plus en plus, on trouve des technologies d'extraction qui sont entre guillemets propres, mais il y a quand même des centaines d'années encore de travail à faire sur ces sujets. Beaucoup de jeunes ne connaissent pas. Finalement, en France, nous produisions des terres rares. En Californie, on produisait des terres rares. Et pour toutes les raisons que Antoine, Sandrine et Christophe ont évoquées, finalement, ces éléments de la chaîne de valeur ont été abandonnés, parfois, je dirais, sans réflexion aussi prospective qu'il aurait fallu, et maintenant, il faut tout reconstruire. Donc, avoir une connaissance globale de ces sujets, bien analyser les chaînes de valeur, les rendre robustes, socialement acceptables, ça fait partie d'une solution. Gérer cette chaîne de valeur, c'est gérer la diversification de ces approvisionnements quand on peut, c'est gérer des matériaux de substitution, c'est réfléchir aussi en conception, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ou est-ce que je peux faire autrement ou plus simple ou faire durer plus longtemps. Ça va faire partie des choses qui vont permettre de gérer ça. Donc quand vous regardez aujourd'hui le poids d'une batterie et la composition en métaux, vous avez un peu de cuivre, beaucoup de graphite, pas mal de lithium, un peu de nickel, un peu de manganèse, un peu de cobalt. Voilà, c'est ça, grosso modo, une batterie dans une batterie. Donc, quelle est cette chaîne de valeur ? Il y a d'abord l'extraction. Donc, quand vous êtes un constructeur automobile ou un fabricant de batteries, vous devez signer ce qu'on appelle des off-take, des contrats d'approvisionnement avec ces mines. Ensuite, là où ça se devient plus complexe, c'est que vous devez apporter ce matériau, ce métal dans les usines de raffinage ou de transformation pour transformer ça en hydroxyde de lithium ou en carbonate de lithium, qui sont les matériaux dits précursifs avant d'entrer dans la fabrication de la cathode ou de l'anode ou de l'électrolyte. Ensuite, vous allez dans les usines de cathode ou d'anode. En Europe, on a guère plus qu'une usine de cathode qui fonctionne, qui est l'usine du Umicore en Pologne. C'est vous dire le niveau de dépendance sur ce sujet-là. Mais le béton, c'est l'industrie que je connais. Et là, on est beaucoup plus local. On va extraire les matières premières sur site. Le béton, c'est quoi? C'est un mélange de granulats, donc des cailloux, de sable, de ciment. Le ciment, la cimenterie en général, elle va être à 100 km. C'est peut-être le matériau qui va faire la plus longue distance. Une centrale à béton, elle va être maximum à 30 km du point de chantier, voire sur le chantier, sur les grands chantiers. Il y a des centrales à béton sur site. Et le sable, aujourd'hui, qui est une ressource critique, en France, 70% du sable, c'est du sable de carrière, donc c'est plus du sable de rivière, il y a encore un peu, mais voilà, il y a eu aussi déjà un gros travail pour substituer ces matériaux. Alors aujourd'hui, c'est l'empreinte carbone du ciment, du clinker, qui est un constituant du ciment, qui a été pointé du doigt. Ce que je veux dire là aussi, si on ne regarde pas que
la décarbonation, le matériau béton a vraiment toutes les cartes à jouer, notamment sur le recyclage. Le point d'étranglement d'une chaîne de valeur, elle est spécifique à une chaîne de valeur donnée. Donc pour certaines choses, ça va être le raffinage, pour d'autres, ça va être l'étape suivante de fabrication, pour d'autres, ça peut être aussi l'accès aux matériaux. Vous avez des exemples? On en parlait sur le raffinage des terres rares, on en parlait sur l'enrichissement sur l'uranium, qui sont clairement, quand on regarde la diversification des endroits où aujourd'hui on n'a pas le choix, il faut passer par là. On pourrait parler dans le domaine de l'électronique, tous ceux qui sont les petites puces et semi-conducteurs, ils sont tous fabriqués en Asie. Et demain, vous avez un gros tremblement de terre à Taïwan, vous allez attendre longtemps pour avoir votre iPhone numéro suivant. Aujourd'hui, la plupart des chaînes de valeur font que le recyclage n'est pas économique quand il est mis en face de l'extraction et de la transformation directe. C'est le cas dans l'uranium, c'est le cas dans les batteries, c'est le cas dans énormément de chaînes de valeur. Donc on était en train de dire, c'est là où la réglementation peut jouer un rôle. Et moi, je voudrais dire aux ingénieurs et aux futurs ingénieurs qu'il y a besoin d'aller aider le politique et le législateur. Un autre paramètre, c'est la gestion des stocks. Je veux dire, pour être hyper efficace, on veut être en flux tendu, sauf qu'en flux tendu, le moindre problème vous met à côté. Donc là aussi, si on est sur des matériaux critiques, par exemple, on peut se poser la question de savoir si on accepte de payer, d'investir dans un stock un peu plus important. C'est un instrument qu'on a pratiqué dans les années 70 à la suite des chocs pétroliers. La constitution de stocks stratégiques dans les États était une obligation. Dans certains États, pas dans tous, et puis on a un peu perdu tout ça. C'est un peu le problème des années, je dirais, faciles, les années 80, 90, 2000, qui étaient faciles à tout point de vue. Les chaînes de valeur se sont étendues, on faisait appel à des fournisseurs qu'on ne connaissait pas très bien, les réglementations n'étaient pas bien connues, n'étaient pas les mêmes partout. Et puis, bon, tout ça a explosé d'une certaine façon avec la crise Covid, dont je ne suis pas sûr qu'on ait retenu toutes les leçons. Donc là, il faut remettre ça en place, effectivement, et redemander aux politiques de jouer son rôle sur ces questions. Mais je citerai l'exemple, sans dire qui me l'a soufflé, d'un industriel qui pensait être très serein sur un approvisionnement donné, puisqu'il avait 4 ou 5 fournisseurs, qui en fait s'approvisionnaient tous à la même source. Voilà. Et qui n'étaient pas forcément dans un pays sympathique, dont je ne donnerai pas le nom. Donc il faut d'abord connaître ces chaînes de valeur de façon extrêmement précise. Il faut y aller. Enfin, j'ai l'air de dire des choses qui sont d'une banalité totale, mais j'ai vu, là aussi, dans des industries que j'ai fréquentées, des gens qui ne connaissaient pas leur chaîne de valeur, qui ne connaissaient pas les usines dans lesquelles étaient fabriqués les produits qu'ils recevaient. Donc il va falloir qu'en 2026, tous les pays aient déployé leur stratégie pour qu'en 2030, on arrive à 24% de circularité dans la production, quelle qu'elle soit. Alors je ne sais pas comment elle va être déclinée, c'est un fort engagement, mais pour montrer que voilà, l'Europe est passée à autre chose que juste la décarbonation. Donc ça, c'est vraiment le point important. Et je voulais aussi dire, c'est sur la durabilité, aussi la sécurité, parce que quand on réutilise des matériaux, on n'a pas de recul non plus à savoir est-ce qu'on aura les mêmes performances. Et donc il y a tout un enjeu aussi, c'est d'embarquer. En France, par exemple, sur la construction, on a la décennale, c'est les assureurs de l'AQC qui vont mettre leur tampon. Il faut aussi embarquer les assureurs pour rassurer les assureurs. Il y a une révolution éthique à avoir, mais aussi une révolution culturelle, de vraiment faire l'analyse de qu'est-ce qui est absolument nécessaire et qu'est-ce que, au-delà, devient de la gadget. On revient sur cette notion de sobriété qui peut nous permettre, et ça c'est à mon sens une vraie réflexion éthique, de se dire est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ? Antoine évoquait une compagnie minière qui, si je me souviens bien, a eu un jour un problème majeur en Australie, après avoir fait exploser, je cite de mémoire, une grotte qui était un lieu de culte pour des populations aborigènes. C'est d'ailleurs un sujet qui fera l'objet d'une étude de cas dans le master. Ça peut remettre en cause toute une chaîne d'approvisionnement. Et ça montre la fragilité du système, puisque finalement, un industriel, je dirais, qui ne serait pas attentif à ces questions peut se dire « moi j'ai un contrat, tout va bien, moi j'ai un contrat auprès d'une compagnie, alors pas forcément celle-là, qui peut me fournir la matière dont j'ai besoin parce qu'ils ont une diversité de sites de production. Mais en fait, si un problème se pose quelque part,
toute la chaîne d'approvisionnement s'effondre. Et je pense qu'aujourd'hui, on parlait des politiques qui ne connaissent pas suffisamment la technique, mais on peut aussi parler des ingénieurs qui ne connaissent pas non plus suffisamment les sciences politiques. Donc ça, je pense que c'est important d'acculturer les différents mondes. Et effectivement, dans le master, on a un sujet multiculturel qui n'est pas simplement le japonais par rapport à l'allemand, par rapport à l'africain, mais qui est aussi ces cultures métiers et justement l'acculturation à ce qui est important pour l'autre et ce que l'autre peut apporter. L'acculturation, tout à fait. Pour autant, c'est vrai qu'on a besoin aussi de compétences très techniques. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'ingénieurs généralistes. Je pense que c'est très bien aussi de compléter par un doctorat, par exemple, parce qu'à un des moments, il faut vraiment rentrer au cœur du sujet et aller très, très profondément. Donc, de pouvoir toujours faire comprendre, mais après, on ne va pas se substituer aux experts. Donc, c'est très important de s'entourer, de partager. Et la multiculturalité, moi aussi, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup parce que en voyageant, on apprend beaucoup de choses, on échange, et je pense que c'est vraiment important d'échanger sur ces sujets complexes, vraiment d'aller chercher l'information et de circuler. Il y aura des startups, il y aura des sociétés à créer pour les jeunes ingénieurs aussi à la sortie de leur cursus. Au gré de leurs rencontres, que ce soit pendant leur doctorat, etc., pour aller faire les innovations de demain. Et honnêtement, moi, quand je regarde la chaîne de valeur de la batterie, ça va être assez compliqué à la technologie actuelle de faire bouger les lignes par rapport à ce qu'on a décrit ce matin. Par contre, si on met, et ça la France sait le faire, l'Europe sait faire, le paquet sur l'innovation, on peut dans 20 ans, 25 ans, grâce justement à ces innovations qu'auront trouvé les jeunes ingénieurs qui ensuite auront peut-être créé des startups ou rejoint des grands groupes et développer une nouvelle technologie, on pourra rattraper les retards. Pour en rajouter sur l'innovation, moi je suis persuadé depuis toujours que c'est le sujet à développer dans ces domaines. Et Antoine, qui est devenu un expert du sujet, me démentira peut-être, mais un volet dont on n'a pas beaucoup parlé, on a parlé des batteries, des métaux qui constituent la batterie, mais il y a aussi les systèmes de gestion qui gèrent les batteries et avec lesquels on peut faire des progrès tout à fait considérables. Mais pour terminer là-dessus, mon message, c'est l'innovation, c'est clair. Mais l'innovation, il faut la cibler après avoir fait cette analyse systémique. C'est un des enjeux forts. Les usages, bien sûr, parce qu'on fait de la surqualité, on laisse le champ libre à la surqualité parfois, où on va au-delà des normes, on fait des choses dont le consommateur n'a pas besoin, mais l'innovation pour préparer le futur. Ne pas hésiter à faire de l'innovation de rupture, et là se pose effectivement le problème du soutien public à ce genre d'initiative.